I have the power. Certes. Bon, c'est pas très impressionnant, mais... Ah oui, non, à la base, je voulais commencer par... Alors, bonjour ou bonsoir, si vous êtes à table, bienvenue ou bienvenue de retour dans Histoire au coin du Lévin, cette petite émission intimiste, n'est-ce pas, où nous vous racontons nos histoires de jeux de rôle. Tout à fait. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de la fois où j'étais à Disneyland. Oui, tout à fait, et où tu as tué Dingo. On a fait un jeu de rôle à Disneyland, avant. Je sais plus c'était en quoi. C'était dans Culte. En Culte, C'était oui. un scénario de Culte. Putain, ça commence fort cette émission. Voilà, on a déjà directement déraillé. C'était dans Culte, j'avais fait masteriser toute une histoire qui se passait à Disneyland. Et je me souviens que Hugues, c'est tout d'un coup, Hugues voulait faire fondre un ennemi avec l'acide dans les batteries d'une attraction. C'était pas Hugues, c'était Edouard, mais tu te souviens où ils avaient démonté la batterie du Space Mountain pour prendre l'acide de batterie et faire fondre le monstre, ce qui n'était pas une mauvaise idée. Là, c'est vraiment, on sort complètement de ce qu'on a prévu. Revenons alors à nos moutons, ou plutôt la bière d'abord. Et à la bière. Alors, très bonne bière. Pour une fois, on y a pensé. Et vous remarquerez qu'elles ont des petits chapeaux de C'est encore de l'ADN de moine, je pense. C'est de l'ADN de moine. Alors elles sont déjà ouvertes parce que, donc ça c'est un conseil pour vous, les orvales, déjà on dit un orval, et les orvales, quand vous les ouvrez bien fraîches, elles jutent. Ah bah, elles font de la mousse quoi, donc voilà. Et sur ce, tute bien ta petite tute. Hein. Oh, elle remousse. C'est une très bonne bière, hein, par ça. Rien de sexuel. Très bonne bière trappiste, c'est un des grands classiques de la Belgique, et très difficile de s'en procurer parce qu'ils sont moins industriels. Voilà, elle est moins industrialisée, et donc on en trouve moins, donc bière de qualité, et bière de qualité pour un jeu de rôle de qualité, puisque aujourd'hui nous allons vous parler de Bloodlust. Bloodlust que je viens de recommencer, de masteriser des années après avoir commencé. On vous avait promis un nouveau jeu de rôle qui va être suivi, comme il y a eu Dark Heresy, il y a eu Donjons et Dragons il y a quelques temps, puis il y a eu Dark Heresy, et donc maintenant, celui que l'on va suivre, ça va être Bloodlust. Mais qu'est-ce que Bloodlust ? Mais moi je sais pas, moi je suis juste le maître de jeu. Hein, donc, En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous présenter un petit peu l'univers, et qu'on va vous présenter les personnages que nous avons créés. Nos doubles personnages, ça va être assez compliqué. C'est une histoire que je... Commençons par le commencement. Croc. On avait déjà parlé, on a déjà raconté beaucoup d'histoires, enfin, c'est-à-dire de nos parties de Bloodlust. On a déjà parlé de Bloodlust dans l'émission Gérer le malaise et Bloodlust. J'aurais une anecdote à raconter sur nos anciennes parties de Bloodlust, mais à part ça, je me souviens pas de tout. En gros, pour parler de Bloodlust, qui est un jeu de rôle français, écrit par son Excellence Croc lui-même, qui est un grand, immense... un jour, je l'ai vu de loin, mais de près, il était très très grand monsieur. Bon, il a plus l'air d'un nain dans Donjons et Dragons, mais petit par la taille, grand par l'esprit. Et donc auteur très prolifique. Tout à fait, c'est le mot que j'allais dire. Voilà, qui a écrit Bloodlust, qui est un jeu de rôle qui se passe sur le continent de Tanaifis. J'espère que je le prononce correctement, parce que j'ai jamais vraiment parlé de Bloodlust à d'autres personnes. Mais je connais le truc, mais donc dans ma tête c'est Tanaifis. Je pense qu'on devrait cette fois être un petit peu plus précis sur le jeu de rôle que d'habitude, parce que souvent on raconte tout ce dont on se souvient, il y a beaucoup de n'importe quoi. Là tu viens de le relire, donc logiquement tu devrais être un peu... bien sûr. Connaître un peu le truc quoi. Oui, non, mais c'est juste la prononciation de AE. Tu vois, c'est juste maintenant avec les Français. N'écoutez pas trop ce que je vais dire maintenant. C'est juste avec les Français maintenant. Moi, j'ai un peu les jetons de comment je dois prononcer. Déjà qu'ils se foutent de nous parce qu'on dit fouir. Fouir et 20. Et 20. Histoire qu'on dit des 20. C'est dingue ça quand même, les gens. Quoi qu'il en soit. Bref, donc ça se passe sur Tanaifis, qui est un continent sur lequel il y a des guerres en permanence. Tanaifis est en guerre. Ça, c'est un grand credo de Bloodlust. Et les dieux qui sont dans le ciel sur leurs nuages, en train de faire leurs trucs de dieu, ils se disent « Merde, ils ont quand même l'air de faire des trucs de dingue, les humains. Ils ont l'air de bien s'amuser, ils baisent, ils boivent, ils risquent leur vie. Nous, immortels, putain, on se fait chier. » Et donc les dieux, un jour, enfin pas tous ensemble, mais chacun à leur tour, se disent « Il faudrait qu'on s'incarne sur Terre, mais qu'on prenne une forme physique sur la Terre des hommes, mais... Qu'est-ce qu'on va prendre comme apparence physique ?
qu'est-ce qui va nous permettre d'être souvent en rapport avec les humains? Eh ben, nous allons devenir des armes. Et c'est comme ça que s'incarnent dans des armes des dieux, Voilà. qui ne veulent qu'une seule chose, c'est entrer, j'allais dire au service, mais c'est plutôt l'inverse, entrer en possession d'un humain qui devient son porteur, et à partir de ce moment-là, eh bien, l'arme-dieu commence à ressentir et à vivre les expériences de son porteur humain. Et sur ce, ben, je vais te laisser un peu continuer. Vous avez remarqué, pour une fois, je ne l'ai pas interrompu. C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est ton univers ici. Mais donc, le grand principe, la grande originalité du monde de Bloodlust, c'est cette histoire d'armes-dieu, où les joueurs vont jouer des porteurs, ou des armes-dieu, ou les deux. Et nous allons vous expliquer à la fin comment nous avons géré la chose. Mais d'abord, je vais chercher ma clope électronique. Et à part ça, le monde de Tana et Fils... C'est du bon muffin. Le monde de Tana et Fils est un univers médiéval pas très fantastique. Pas vraiment. C'est un peu un fourre-tout. Tiens, on va prendre telle culture, telle culture, telle culture. Donc on a des vikings, on a des lapons, enfin non, plutôt des... En fait, oui, il y a peut-être c'est une très bonne idée, ça. Tu pourrais faire des pirates et des tunks qui s'entendent et qui font des espèces de lapons. Qui font des lapons, c'est une bonne idée, ça. Donc, il y a des Esquimaux. Des Esquimaux, c'est ça que tu cherches. il y a des Africains, il y a des Romains. Des Romains, plus des Gallo-Romains. Des Arabisans, un peu comme ça. Tout à fait. Mais le monde de Bloodlust est beaucoup moins caricatural. Enfin, moi, c'est ce qui m'apparaît à ma relecture de Bloodlust. Enfin, ici, j'ai lu la nouvelle édition. Ah oui, donc oui. Deux éditions différentes. Le monde n'a pas tant changé que ça. C'est surtout le nouveau système de règles. Donc, à la base, Bloodlust est un jeu de rôle qui a été édité pendant mon adolescence, je sais pas exactement. Début des années 90, je dirais, quand. Je crois. Et ici, donc, il vient être repris en édition, donc il a été réédité, édition métal par Bad Buta, j'espère que je ne dis pas de bêtises. Je vérifierai. C'est Bad Buta, le nouvel éditeur. Okay. Le nouvel éditeur. Et donc j'ai relu tout ça, et je ne sais plus où je voulais en venir. C'est génial. Que le monde n'est pas si caricatural que ça. Il est beaucoup plus fouillé et beaucoup plus recherché que ce qu'on pourrait croire. Les peuples sont moins des caricatures que ce qu'on pourrait croire. Et c'est effectivement un jeu de rôle qui a un véritable aspect Game of Thrones, je dirais. Ouais. Pour un jeu de rôle qui fait... En fait, Game of Thrones, t'aimes bien ça, tu connais ça. Il y a de la violence, il y a du cul, mais il y a aussi de la politique et de la subtilité. Ouais. Dans Bloodlust, il y a beaucoup de violence, beaucoup de cul, et puis il y a quand même aussi de la politique et de la subtilité. Et des gestions de pouvoirs magiques, d'armes magiques, de dieux et tout ça. Effectivement, avoir en permanence dans sa tête un dieu qui te dicte un petit peu ce que tu dois faire. Il y a une question que beaucoup de ce genre de gens se posent quand ils entendent parler de Bloodlust, mais les armes magiques, c'est quelque chose, il y en a 10, il y en a 100, il y en a 1000 Il y en a des centaines de milliers. D'accord. Voilà, mais il y a... Donc c'est pas un truc rare, c'est un truc puissant. Mais en fait, la magie de Bloodlust... Il n'y a pas de magicien dans Bloodlust. Quoique... Gadar... je vais pas trop en dire, mais il paraît que chez les Gadar, il y a d'étranges mages qui peuvent faire des choses. Il n'y a pas trop de magie, mais la magie vient des armes-dieux qui ont des pouvoirs. Tout à fait. En tout genre. Je sais pas ce qu'on peut dire de plus sur l'univers. Enfin, à la base, c'était une île... C'est une espèce d'énorme île, en fait. C'est un continent. C'est une Pangée. C'est une Pangée, oui. Moi, ce que j'aime bien dans l'histoire, c'est l'arrivée des Pyrades. C'est-à-dire que, donc, Tana et Fils, c'est une Pangée, c'est un immense continent. Et comme d'habitude dans les jeux de rôle, quand tu vois qu'il y a une mer, tu voudrais savoir ce qu'il y a au-delà de la mer. Mais pas sur Tana et Fils, parce que les armes-dieux, ces dieux incarnés dans des armes qui sont un petit peu, j'ai envie de dire, dans l'ombre, les chefs d'orchestre de tout ce qui se passe, puisque un porteur d'arme-dieu va vite devenir le chef de sa guilde, le chef de sa tribu, le chef de la cité.
La seule chose que redoute une arme-dieu, c'est de tomber dans la mer. Ah ouais. Et de couler au fond de Parce que l'océan. les armes-dieux sont indestructibles. Voilà, et de vivre une éternelle solitude sans plus aucune émotion humaine, ni plus rien. Ça, c'est le game over pour les armes-dieu. Toute seule, Et elles donc- savent rien faire. Et donc, en fait, sur Tana et Fils, on n'a jamais vraiment appris à naviguer très très loin des côtes. C'est comme ça. Par contre, il y a environ 700 ans, ou 800 ans avant que l'histoire ne commence, sont arrivés par la mer une nouvelle ethnie d'humains très sympathique qui s'appelle les Piorades, qui sont en gros des bons gros vikings sanguinaires comme on les aime. Ouais, c'est les vikings, mais c'est pas Pete le gentil viking, quoi. C'est Ah, vraiment non, des non. gros Ah, vikings ouais, super ouais. bourrins, meurtriers, violeurs, tout ce qu'on veut. En tout cas, c'est la réputation qu'ils ont, mais... Donc voilà, tiens, ce que t'as, ça a l'air intéressant, je vais te péter la gueule et je vais le prendre, ça c'est les Piorades. Ouais. Mais il me semble qu'on est un peu en train de beaucoup s'apesantir sur le monde, je ne sais pas si... Mais je crois que c'est pas mal d'introduire. D'ailleurs, il y a un autre Mm. aspect du monde dont j'aimerais bien que tu parles. Ok. C'est les autres races, mais où Ah, sont les mais où elfes sont les elfes, les les nains nains, les orques, les trolls et tout les ça. faunes? Ils sont tous morts. C'est-à-dire que, pour la petite histoire, parce que ça va très vite, Donc, dans l'heure actuelle où on joue, enfin dans le contemporain de Bloodlust où on joue, il n'y a plus que des humains il n'y a plus que des humains, parce que... et des Isnations. et les Isnatons, mais... donc à l'époque, il y avait effectivement des nains, des elfes, des trolls, des orques, ce genre de choses. Disons que tous les orcoïdes sont morts à cause du sida des orques, hein, c'est plus ou moins ça. Ils ont chopé, à force de baiser avec tout ce qui tuait, il y a une maladie qui est arrivée, ils sont tous morts. Les elfes et les nains, ils se sont fait la guerre pendant des millénaires. Et donc, quand à un moment les nains ont dit « Bon, on va peut-être essayer de faire la paix », les elfes leur ont offert un minerai que les nains ne connaissaient pas, ça a beaucoup intéressé les nains, sauf que c'était un genre d'uranium, qui les a tous irradiés, puisqu'ils utilisaient ça sous forme pour faire des lampes dans leur cité. Et quant aux elfes, leur société a tellement avancé ou dégénéré, hein, c'est selon, que la norme sociale était d'être homosexuel. Et donc, dans le bouquin, on raconte comment le dernier elfe vivant écrit ses mémoires en disant « je suis le dernier », et il se jette par la fenêtre de la plus haute tour de sa cité. Parce qu'ils avaient plus d'enfants. Parce qu'ils avaient plus d'enfants, voilà. Et donc voilà, et puis ce territoire maintenant appartient aux humains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain, qui est un être... je vais dire malléable, mais un petit peu génétiquement, Ouais. parfois il y avait peut-être un elfe qui tombait amoureux d'une humaine, une belle histoire, alors il pouvait avoir un enfant, et donc il y a des lignées comme ça, ou pour un nain, hein, si ça se trouve, René aimait bien la naine du coin, ça c'est un peu sordide ça, mais bref. Et les orques, vu qu'ils baisaient à tout va, il y a encore des lignées de personnes qui possèdent de l'ADN un petit peu, des gènes, du sang des autres races, et ce sont les Isnatons. Et donc parfois naît un enfant avec des oreilles pointues, ou qui est tout petit avec une grosse barbe, et dès l'âge de 5 ans, il arrive à fabriquer des bijoux plus beaux que ceux du bijoutier du coin. Etc. Bon, évidemment, c'est moins rigolo quand on est un Isnaton orc-troll, mais ça aussi, c'est jouable dans le monde de Bloodlust. Justement, pour raconter vite fait cette anecdote, en fait, je me suis rendu compte que j'avais 2 anecdotes pour nos précédentes parties de Bloodlust. Il y en a une qui va être très très courte, c'était avec Rix. Rix qui jouait un gros pirate super bourrin qui ne faisait pas les scénarios, qui s'amusait à faire des conneries. Non, mais voilà. Et à un moment, notre mission, c'était de protéger 2 petites filles. Et la seule chose dont je me souviens, c'est à un moment, on se fait attaquer, et on n'avait pas nos armes, je sais pas pourquoi. Et donc à cette époque-là, on jouait toujours les porteurs. Et les armes dieux étaient un petit peu notre équipement, joué par le maître de jeu. C'est comme ça qu'on jouait à l'époque, c'est important de le préciser. Et donc, il dit on n'a pas nos armes, je vais te prendre une petite fille par chacune par un pied, et je vais l'utiliser comme des armes. Et donc, il a tué les 2 filles qu'on devait protéger. Oui, mais il a aussi tué des ennemis avec les cadavres en charpie des petites filles. Voilà. Ça, c'est... Il est dans le monde de donjon, hein, il fait ce qu'il veut. Et donc, oui.
C'est bien qu'on ait parlé de Bloodlust dans notre émission Comment gérer le malaise. Parce Voilà. que là, oui, utiliser des carcasses de petites filles pour se battre, c'est pas mal. On était jeunes, on était sots. Aujourd'hui, on ferait plus des choses On comme ça. n'était pas si jeune que ça. Mais Oui, non, c'est vrai. oui, autre anecdote, donc dans une autre partie qu'on jouait avec Mathieu, Mhm. oui, ce qui s'est passé, c'est que mon personnage, je me souviens plus de son nom, mais c'était un Isnation avec des caractéristiques d'orc. Donc c'était un... Il s'appelait Vlod. Ah oui, c'était Vlod. Mhm. Vlod. Je me souviens très bien. Comment tu te souviens pas de Vlod? Je me souvenais plus de son nom. Enfin, Vlod, c'était un orc, une espèce de demi-orc. Un quoi. Isnaton orc. Donc il avait des caractéristiques, il avait un peu la mâchoire de l'orc, et je sais plus très bien... Il avait la peau pâle et un peu Voilà. verdâtre, il avait pas de cheveux. Il était vraiment dégueulasse. ton Il était personnage. dégueulasse. Et le but de ce personnage, c'était de recréer la race des orques. Et donc, il ne pensait qu'à une chose, c'était à baiser. Oui, tout à fait. Et or, il y a ce qui était très intéressant, ou pas, c'est que mon arme, qui était une arme dont le pouvoir principal était de faire vieillir les gens quand je les touchais, C'est vrai. mon arme détestait, parce que dans Bloodlust, il y a un facteur très important, ce sont les désirs. Tout à fait. Est-ce que tu as envie d'avoir de la violence? Est-ce que tu as envie d'être riche? Est-ce que tu as envie de pouvoir? Et- Est-ce que tu as envie de baiser? Il faut imaginer que dans Bloodlust, en plus des attributs comme la force, la dextérité, la perception, etc., il y a une autre catégorie d'attributs qui sont les désirs. Et alors, que ce soit les armes-dieux ou que ce soit les porteurs, ils ont chacun leurs désirs. C'est d'autant plus marrant quand les désirs du porteur vont à l'encontre des désirs de l'arme et vice-versa. Voilà. Mais non, je te laisse Et terminer. c'est ce qui s'est passé, en fait, mon porteur, il voulait aller aux putes, donc Vlod voulait aller aux putes, et l'arme a dit non. Donc, moi j'ai dit oui, et l'arme a dit non. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'arme a fait un jet pour prendre possession de mon personnage. Et elle a réussi. Là-dessus, il y a un autre joueur. C'était Geoff, je C'était pense. Geoffrey. Ouais. Enfin, les autres joueurs, donc moi j'ai commencé à rentrer dans mon personnage possédé par l'arme, c'est acharné sur ce que j'aimais bien, c'est-à-dire que c'était mes copains, et donc il les a attaqués. Donc les autres joueurs ont essayé de m'arrêter, et en essayant de m'arrêter sans me tuer, Geoffrey s'est fait tuer par mon arme. Oui. Et là où c'est rigolo, encore plus, c'est que donc Geoffrey, c'était son premier jeu de rôle, il comprenait pas très bien d'ailleurs. Surtout Bloodlust, c'est un peu, Voilà. un peu chaud quand on débute dans le C'est jeu de rôle. un peu mais enfin bon. particulier, et il comprenait pas très bien. Et donc il a fallu recréer un personnage pour lui, et il y a cette phrase qui nous a bien fait rigoler. Je sais pas très bien pourquoi, c'est la façon dont il l'a dit. Il faut voir les circonstances. C'est devenu un mème avant que les mèmes n'existent. Voilà, c'est devenu une espèce de running gag de notre groupe, c'est que il crée un nouveau personnage, et tu fais une petite introduction. Vous voyez un espèce d'aventurier solitaire qui a récupéré l'arme précédente, qui s'avance vers vous, et qui vous voit, qui vous reconnaît, qui s'avance vers vous, et qui dit Et alors là il dit qu'est-ce que je dois faire? « Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est vraiment- Voilà. Moi j'attendais à ce qu'il fasse du roleplay, puis c'est « Qu'est-ce que je dois faire Voilà, voilà, c'était Mais bon. juste pour la petite anecdote. ?» Voilà. Alors, avant de présenter nos personnages du groupe actuel, j'ai juste une question. Les règles. Les anciennes règles, c'était un système indécent, un petit peu à la Cthulhu, Mhm. que je ne trouve pas très bien adapté pour ce genre de jeu de rôle médiéval combat. Oui, alors l'histoire des règles. Déjà, alors, je sais pas. Moi, tout le monde m'a toujours dit, mais les règles du vieux Bloodlust, elles sont buggées. Moi, personnellement, je les ai jamais trouvées buggées. Elles étaient peut-être un petit peu brutes de décoffrage, mais voilà, ça faisait le taf. Et ici, donc, dans la nouvelle édition, l'édition métal du jeu, moi, je trouvais les règles un peu trop lourdes. Oui. C'est ce que j'avais dit dès le départ, quand je les ai lues. Je trouvais que... Alors maintenant, si on aime un système... Je qui les ai est pas lus, donc je plus- peux pas dire. Bah, si on aime un système qui est plus simulationniste, je dirais, ou qui laisse... D'une certaine manière, c'est bien et c'est pas bien. Parce que ça laisse beaucoup de choix aux joueurs de comment combattre. Comment faire son combat et comment gérer ses bonus de combat. Mais ça fait surtout... Moi, j'avais peur que ça... Alors, je parle d'un système de règles que je n'ai pas joué, que je n'ai pas fait jouer, que je n'ai pas testé. Mais j'avais peur que ça ralentisse le jeu et le tempo. Ouais. Parce que je me disais, les combats, ça doit aller vite, ça doit être brutal, ça doit être viscéral.
Et quand j'ai vu que effectivement on pouvait choisir de faire ceci, et puis surtout connaissant le groupe, hein, où il y en a déjà la moitié qui connaît pas les règles, et les autres qui me font « Et si je fais ça, il se passe quoi ? Et si je fais ça, il se passe quoi ?» Je me suis dit, il faut un truc simple, et c'est comme ça qu'on a décidé d'adapter Bloodlust au système des critiques de Gilus. Merci. Il va vomir. D'ailleurs, oui, système des critiques, vous verrez ça bientôt, et ça peut te concerner si ça t'intéresse. J'ai écrit un système simplifié des règles de combat, que personnellement, je préfère le système complet, plus tactique, mais c'est un système simplifié qui se rapproche un petit peu de Warhammer, où tu te mets en position défensive et des trucs comme ça. Ça pourrait intéresser certains qui trouvent mon système de combat trop lourd. Et je peux comprendre, mais moi j'aime bien comment il est. Je me disais, et maintenant j'espère que je ne me fâcherai avec personne chez Bad Buta, si maintenant on fait une belle mise en page, que ça tourne bien et après avoir testé, moi je mettrais bien dans le cadre de la distribution de ton jeu de rôle, parce que tu le fais gratuitement, des règles pour Bloodlust, évidemment uniquement des règles de combat. Si vous voulez l'univers de jeu, ce qui est absolument indispensable, vous achèterez le bouquin de Bad Buta. Mais quand on aura un petit peu plus cadré tout ça, les textes sont en grande partie écrits, il faudra les faire corriger l'orthographe, mais je ferai une mise en page et on partagera Bloodlust des critiques en fait. Voilà, donc les règles de création de personnages et de création d'armes, en fait c'est tout ce qu'il faut, parce que les règles de combat sont les mêmes que dans mon système normal. Mais c'est surtout que donc il y a, là vous devez commencer un peu comprendre, qu'il y a véritablement ces deux personnages, que l'arme et le porteur. Et donc dans l'ancienne version de Bloodlust, dont la couverture était bien cool d'ailleurs, vraiment cool, ouais. Allez voir ces phrasetas qu'il a dessinées, c'est le fameux Death Dealer, enfin bref, tu vois cette boîte, et là ça sort de tous les autres jeux de rôle, mais bref, dans l'ancienne version, chaque joueur autour de la table jouait le porteur. Tu crées un personnage humain qui était la personne que tu jouais. Et les armes dieux, elles étaient définies par leur pouvoir, et elles avaient un caractère, somme toute, sommaire. Et c'est moi, le maître de jeu, qui jouait ce Jiminy Cricket, mais pour chaque joueur, quoi. Par exemple, l'arme de Vlod, donc Vlod était obsédé par le sexe, son arme, qui je ne sais plus comment elle s'appelait, elle avait un caractère de vieillard acariâtre, venez pas me faire chier. Ça me rappelle quelque chose. Et bien sûr. Et je l'ai pas fait exprès pourtant. Et ça tournait plus ou moins bien, mais ici je me disais, mais ce serait bien de faire jouer aux joueurs dans la campagne les armes. Que les joueurs soient les armes. Apparemment la campagne qui vient avec la version métal, ou je sais pas si c'est dans les suppléments ou quoi, c'est les éclats de lune. C'est clairement, c'est l'histoire des armes, pas l'histoire des porteurs. Tout à fait. Mais c'est parce que ça a été... Alors déjà, pour ceux que ça intéresserait, la campagne des éclats de lune a aussi été rééditée par Bad Buta dans leur webzine qui s'appelle Le Chagar enchaîné. Et une petite recherche, les éclats de lune, Chagar enchaîné, Bad Buta, vous allez tomber dessus. Si vous voulez être joueur, vous n'allez surtout pas voir ça, très mal. Mais donc voilà, et ici c'est vrai que c'est vraiment les armes qui sont mises à l'honneur, et on va jouer ces dieux désincarnés, entre guillemets. Et donc... Il va falloir qu'on spoil un petit peu certains trucs pour parler quand même de notre scénario. Oui, ok, oui, c'est vrai. Et donc je me suis... pendant que je relisais Bloodlust, je me disais, mais comment est-ce que je peux faire ? Est-ce que je vais faire le truc inverse ? Donc les joueurs jouent les armes dieux, et moi je vais incarner les humains. Ça va être chiant, parce que justement c'est les humains qui ont des états d'âme, c'est eux qui ont cette histoire, je dirais, trépidante de se dire, d'être un mec qui ramassait de la merde à la pelle quand il était normal, et puis qui est surtout dans cette position de demi-dieu, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, vous allez voir nos porteurs, ils sont particuliers. Et donc, je me suis dit, qu'à cela ne tienne, je vais utiliser... Et alors, dans le bouquin, ils te disent, il y a moyen de le faire comme ça, mais c'est compliqué, il faut des joueurs qui ont de la bouteille. Faut vous dire que la version qu'on fait, pour le moment, on a fait une partie. On a fait une partie qui est l'histoire d'introduction, qui est très intéressante d'ailleurs, qui est vraiment l'histoire des armes sur les derniers millénaires. Oui. Et puis on a fait une partie où on joue aussi les porteurs,
Et je dois avouer que c'est bien qu'on a une bonne dizaine d'années de jeux de rôle communs que ça marche. C'est bizarre. On va expliquer comment ça s'est passé dans les faits tout à l'heure. Il faut raconter le cycle des porteurs et des armes. Parce que donc, moralité, on joue tous 2 personnages. Une arme et un porteur, mais qui n'est pas... Voilà, qui est le porteur d'une autre arme. Oui, parce que je me disais, si chacun joue et son arme et son porteur, déjà, point de vue carac, quand on crée l'humain, ça va y aller en termes de bourrinerie. Il n'y a pas de conflit. Et puis, il n'y a pas de conflit entre l'arme, entre les désirs de l'arme, ce que veut l'arme, et ce que veut l'être humain. Donc, il y a la roue, j'ai dessiné dans mon petit bouquin la roue des porteurs armes, et donc, par exemple, toi, tu es l'arme du personnage que joue Val. Non, c'est l'inverse. Val est mon porteur. Val joue mon porteur. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que ma phrase était juste et que celle que tu viens de dire est juste aussi. Okay. Bref, c'est pas grave. En gros, autour de la table, chacun joue 2 personnages. Un dieu et un humain qui est en relation avec un dieu ou un humain qui est autour de la table aussi. Exactement. Alors au début, je me suis dit, mais bon, ça va tourner, ils ont de la bouteille. Enfin, vous avez de la bouteille, vous avez aussi du bol de m'avoir moi. Il y a beaucoup qui marchent d'après les voix qu'on fait. Il y a un chat, comprenez. Voilà, 5 millions de vues en plus. Exactement. Juste grâce au chat. Mais il n'a pas l'air à l'aise. Il déteste qu'on l'apprenne. Oui. Et donc voilà. On parlait chat. On parlait chat, et moi j'aime bien les noms. Enfin, les chats, c'est pas bien, ça chasse plus bien. Ils savent plus chasser les souris. Je préfère les chats. Mais donc, au début, ça se passe très bizarrement parce que donc je leur explique que. Bon, là, on va un peu commencer. Mais commençons par. Présentons. On va pas vraiment raconter le scénario. On va présenter les armes. Mais c'est vrai qu'on va un petit peu s'avancer en présentant les porteurs. On va un petit peu s'avancer sur ce qui s'est déjà passé, mais on racontera l'histoire de comment ce qui nous est arrivé et comment on s'en est sorti. On va un peu en garder sous le coude. Ouais. Enfin, en réalité, aujourd'hui, on va juste présenter. On a présenté l'univers, on va présenter les porteurs et les armes. Ouais. Et comme je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin, je vais commencer par moi parce que voilà. Bien sûr. Mais donc, création de personnages. La première qu'on met en place, c'est la création des armes-dieux et Gilus qui. J'ai même tapé sur le torse avec ce ça fait mal en plus. Ça fait deux poisons. Ça me donne envie de roter. Donc tu m'as quand même pas mal aidé pour transfigurer les règles. Adapter les règles. Voilà. Transfigurer. Et donc, au système d'écriture. Je t'en prie, quelle est ton arme-dieu ? Alors, mon arme-dieu s'appelle Roharam. Et le principe, c'est que je voulais que ce soit une des armes les plus vieilles qui existe sur le continent. Ce qui ne veut pas forcément dire que c'est une des plus puissantes, parce que quand tu dors pendant un certain temps, quand tu n'as pas de porteur, tu oublies des choses, et donc tu perds de ta puissance. Et donc, mon principe, c'est que je veux que ce soit une arme limite préhistorique, mais tu m'as dit que c'est pas tout à fait possible, mais qui vient vraiment des humains au tout début, où ils commençaient à connaître le métal, et je viens vraiment d'une tribu. Le principe de mon arme, c'est que c'était vraiment le symbole du chaman d'une tribu. Et donc, à quoi elle ressemble ? Je vais vous montrer le dessin, parce que je l'ai dessiné. C'est une masse dont la tête est faite à partir d'un crâne humain qui est rempli de métal. Et donc, parce que c'est même d'or fondu. Voilà, c'est de l'or fondu. Parce que chaque arme doit avoir du métal sur elle pour garder l'âme du dieu. Les dieux ne s'incarnent que dans du métal. Voilà. N'est-ce pas ? Et donc, c'est une masse qui est très ancienne et qui est en os principalement, ce qui lui permet de flotter. Et si jamais elle tombe à l'eau, elle flotte. C'est un peu limite, hein, parce que avec le crâne rempli d'or, ça. Mais bon. Mais non, le reste fait bien flotter. Il n'y a pas trop d'or dedans. C'est poreux, hein, c'est de l'os de nain. Et donc, le principe de base de mon arme est relativement sérieux, parce que son nom complet, c'est Roharam, le donneur de vie, le donneur de mort. Oh mon dieu. Et le principe, c'est que c'est une arme qui peut soigner. Donc je peux régénérer les blessures et je peux faire du poison. Et c'est une arme donc qui adore les connaissances. Voilà. Mon grand désir, c'est ni la violence, ni la richesse,
c'est quand même le pouvoir, parce qu'elle aime bien être le chef, le chaman et tout, mais c'est surtout la connaissance. Elle veut surtout s'y connaître en épices. Et les épices, c'est important, Vas-y. Bah, les épices dans... Il a piqué ça à Dune. Rien à voir avec Dune, mais celui qui contrôle les épices contrôle Tana et Fils. Voilà. En fait, ce sont des plants, enfin un peu plus que des plantes tout de même, qui sont cultivées sur Tana et Fils, et en gros, elles ont toutes des propriétés magiques plus extraordinaires les unes que les autres. Évidemment, il faut l'expertise d'un maître épicier, parfois Batranoban, ou Batranoban, hein, ça dépend si vous êtes à table, pour lui faire avoir ses propriétés magiques au maximum. Mais en gros, les épices dans Bloodlust, c'est la force dans Star Wars, c'est la magie dans Donjons et Dragons. Ouais, ça peut tout faire, c'est ce qui se rapproche Voilà. le plus d'une magie. Et mon arme, elle est sénile. Voilà, c'est une vieille arme qui a certaines traditions. Et entre autres, mon porteur, qui est joué par Val, ce que mon arme lui impose une chose, c'est qu'elle peut pas porter de chaussures. Enfin, parce que je ne sais plus le nom du personnage. Il s'appelle Hashim, je pense. Hashim, c'est ça. Ouais. Donc Hashim, qui est mon porteur, qui est un Batranoban qui se connaît en épices, parce que je l'ai choisi pour ça. C'est même un trafiquant de drogue. C'est un trafiquant de drogue, bien entendu. Ne peut pas porter de chaussures. C'est parce qu'il doit être en contact avec la terre. Sinon, je lui donne pas mes pouvoirs. Ça va être utile quand il va devoir traverser la forêt, les marais. Voilà. De pas pouvoir porter de bottes. Exact. C'est pas grave, je régénère ses blessures. Oui. Par contre, et donc voilà, nous pouvons passer. Donc, mon arme est portée par Hashim, joué par Val. Voilà. On pourrait passer à qui C'est vrai qu'il n'y a rien d'autre. Val, par exemple. Donc, elle joue un cimetière à deux mains. Alors, déjà, elle voulait faire un peu le dieu bourrin autour de la table. Mais heureusement qu'il y en a un, parce que les autres, c'est un peu le bordel. Oui. Elle joue un cimetière à deux mains, en obsidienne, avec... Qui s'appelle qui? Qui s'appelle qui? Mais ça, c'est juste pour me faire chier. Mais qui sont les Snorky, me direz-vous. Exactement. Et c'est une arme qui est plus ou moins assoiffée de sang et de conquête. Voilà. Tout à fait. Et je sais plus très bien ce qu'elle a comme pouvoir. Si elle peut traverser les murs. Il me semble que et se rendre invisible. Il me semble que dès qu'il pleut, son porteur doit se mettre à poil et danser sous la pluie. Ça, c'est la contrainte. C'est juste la contrainte, quoi. Voilà. Et elle peut se rendre invisible et traverser les murs. Oui. Et je ne sais plus si elle a autre chose. C'est un personnage... Elle voit dans la nuit aussi. Ok. Et donc, oui, c'est un personnage qui, à mon avis, va se révéler bien mortel... Enfin, une arme qui va se révéler bien mortelle avec le temps. Alors, il faut savoir que la porteuse finissons peut-être le tour des armes. Tu vois, justement, avant de parler du groupe. On parle de mon arme, le porteur, joué par Val, qui son arme, c'est ça, le porteur, et on peut faire le tour comme ça. T'es pas d'accord? Bah non, tu fais ça pas bien. Parce que c'est un trio de personnages. Mais oui, on peut commencer par... Tu veux, oui. Non mais... Vas-y, c'est ton idée. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Je te défie en duel avec ma patte de kangourou. Je ne sais plus comment s'appelle ce personnage à nouveau. C'est Aline, je pense, qui est jouée par Moustache. Oui. Oui, c'est Aline, un truc comme ça. Aline? Je crois pas que c'est... Oui, parce que tout le monde voulait l'appeler Alice, mais elle a un nom français normal. Donc, moralité, je crois que ce personnage s'appelle Aline. Donc, l'arme qui... joué par Val, est porté par un porteur joué par Moustache, qui joue une jeune fille, qui fait partie du premier trio de personnages qu'on a rencontré, qui était... Non, mais vas-y, dis-le, c'est ça qui a voulu. Ok, qui était une fratrie. Une fratrie, donc un frère et deux sœurs, qui sont les prostituées du village, qui sont incestueux. Tout à fait, voilà. Et je savais, quand j'ai mis ces personnages en place, qu'ils allaient sauter sur les partouzeurs, les trois frères et sœurs partouzeurs. Regardez... C'est pas mon cas. C'est vrai, mais bon, toi, t'es pas comme les autres, t'es différent. Regardez l'émission sur Fenningson et le méchant baron et sa sœur. Et vous avez tout de suite compris, vous allez comprendre tout de suite. Oui.
Et donc, oui, effectivement, ils sont tombés sur ce trio donc le frère et les deux sœurs, qui sont les prostituées du village, qui vivent dans une misère, évidemment, tout à fait scandaleuse. Et immédiatement, donc, Moustache, Gigi et Val se sont dit « Ok, ça c'est nos porteurs ». Donc, on se retrouve avec, on fait un petit credo, la masse sénile qui veut de la connaissance et le trafiquant de drogue, ça va. Un cimetière à deux mains en... C'est fini le chat. Le cimetière à deux mains en obsidienne, qui est super bourrin, avec une jeune petite femme frêle. Qui a quand même 5 en force, sinon elle ne pourrait pas le porter. Qui a quand même 5 en force, oui, et qui visiblement n'est pas si porté que sexe que ça. Le personnage de Moustache. Donc, l'arme de Moustache. L'arme de Moustache. Voilà, donc, et je parle de personnage, mais... Ouais, l'arme de Moustache, c'est... Merde, comment il s'appelle ? Meraxès. Meraxès, oui, voilà, pour les fans de Game of Thrones. Ouais, je suis quand même un bon maître de jeu. Donc, Je me souviens du nom de mes personnages. C'est vrai. Meraxès, c'est une arme chaotique. C'est-à-dire que c'est une dague, déjà. C'est une dague, dont le but est de semer le chaos et de faire chier un petit peu son monde. C'est un peu un Joker. Oui, c'est des dieux du chaos. C'est pas comme les dieux du chaos dans Warhammer où ils ont véritablement il faut imaginer une espèce de dieu du chaos universel. Il veut semer la zizanie là où il y a la zizanie, et au nom du chaos et du bordel, il serait tout à fait capable même de remettre de l'ordre là où il y a trop de chaos. Voilà, donc en fait, pour donner Parce que tout doit changer. Voilà, pour donner un exemple, pendant... En fait, ça me fait penser à Tsinch maintenant, je pense. Oui, il y a un côté de Tsinch. Pendant l'introduction, qui est donc toute une histoire où on crée ensemble l'histoire de nos personnages à travers l'histoire du monde, il y a un moment où moi et le personnage de Gigi, dont on va garder le nom secret pour le moment, nous étions à la tête d'une secte, et moi j'avais accumulé plein de parchemins de connaissances. Et à un moment, notre secte se fait dissoudre, et moi Ton sexe s'est fait dissoudre? Non, notre secte s'est fait dissoudre, et donc moi j'ai préservé les parchemins que j'avais accumulés, et je les ai envoyés sur une barque pour que quelqu'un d'autre les retrouve et puisse continuer ma connaissance. Meraxès, à ce moment-là, dit « Ok, j'essaye de brûler la barque ». Inversement, plus tard, on commence à recréer un peu un endroit, cette fois à 4 ensemble. J'accumule à nouveau des richesses, mais pour une raison sur laquelle nous reviendrons quand on parlera de l'histoire en détail, mon personnage est malheureux, et cette fois je me dis, les connaissances, si je ne peux pas les avoir, personne ne les aura, je veux les détruire. Et donc Meraxès, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrangé pour que je ne puisse pas les détruire, il a préservé les connaissances. Voilà, il fait l'inverse. Juste à ce propos, on est en train de partir dans tous les sens, comme toujours. L'ancienne édition, l'ancienne campagne des Éclats de Lune commençait sur un constat qui était de dire ce qui lie le groupe, c'est que les armes-dieux que vous avez ont aimé une autre arme à l'époque. Et elles ont toutes été amoureuses de la même arme qui aujourd'hui a disparu. Et donc c'était une petite manière sympa de lier le groupe, mais sans plus. Ici, ils ont, donc de nouveau les petits gars du Chagar enchaîné, ils ont fait du bon boulot parce qu'ils ont fait ce prologue qui est en fait, c'est pas vraiment une partie de jeu de rôle, c'est plus une histoire dont vous êtes le héros. C'est-à-dire que le maître de jeu va décrire des situations et dire et à ce moment-là, vous vous souvenez d'avoir fait quoi? Eh ben, je trouve que c'est génial. Parce très que bien. Ça permet aux joueurs déjà de commencer le premier scénario en ayant une idée claire de ce que sont leurs armes-dieux, avec leurs manies, et de se souvenir, ah tiens, à l'époque, c'est vrai que tu avais fait ça, et puis ils rencontrent l'arme en question, bon, ça marche ou ça marche pas, il y en a qui savent dire, oui, ok, on va dire que je suis amoureux, mais bref. C'était très bien parce qu'on a créé des personnages, et en fait, ce qui était très intéressant aussi, c'est que on vit le monde dans cette intro, on en parlera la prochaine fois, mais je vais juste résumer en disant on ne vit le monde que par les armes, on ne rencontre pas des porteurs, on rencontre des armes. C'est vrai. Et c'est ça qui est intéressant, parce qu'on se rend compte à quel point les porteurs sont... c'est la matière qui va nous porter pendant ces 45 ans de vie, quoi. Bah oui et non, il y a des armes qui aiment leur porteur, qui aiment vraiment sincèrement leur porteur, et qui sont il y a toujours un moment où ils meurent. Oui, tout à fait, mais c'est comme avoir un chien, tu vois.
Il y a des gens, ils ont un Oui. chien, quand le chien est mort, ils font un trou au fond du jardin, ils s'en foutent. Mais il y a des gens qui vont être dévastés par la mort de leur chien. Ah ben Oui. les armes dieu, c'est pareil Voilà. avec leur porteur humain. Exactement. Tu vois. Moralité Meraxès, il a un pouvoir qui lui permet d'implanter des idées Ça, c'est un pouvoir chez terrible. les Il a autres, le qui est don, assez le génial. Oui. don d'obsession. Il peut implanter une idée dans la tête de quelqu'un. Ouais. Et c'est aussi... comme dans le film Inception, C'est- voilà. Sauf c'est que lui, il au- le fait en lançant les dés. Voilà. C'est aussi simple, subtil et pas brutal que ça en a l'air. Mais il peut très bien, en regardant le grand vizir dans les yeux, lui implanter l'idée, putain, j'aimerais bien être le calife à la place du calife, quoi. Mm. Et donc après, à partir de ce moment-là, le mec, pendant 12 heures, doit faire des jets de volonté pour voir s'il résiste à cette étrange pensée qui lui vient d'où il ne sait pas où. Il me semble qu'il a un autre pouvoir puissant, mais je sais plus quoi. Il peut se transformer en banane afin d'éviter. Non, je ne sais plus ce qu'il a. Il n'a pas abusé de ses pouvoirs. Il peut relever des morts vivants. Ah oui, c'est ça. Il peut faire revivre un cadavre animé pendant quelques minutes. Il n'a pas encore utilisé ça. Non, ouais. À mon avis, ça dans le genre foutre Voilà. le bordel, ça va bien foutre Donc le il est bordel. aussi un peu nécromancien. En sachant que les morts vivants sont très rares. C'est pas du Donjon et Dragon. Il n'y a pas de morts vivants dans Bloodlust. Il n'y a que des morts levés. Voilà. Et les morts levés, c'est différent des morts vivants. Voilà. Et c'est comme il n'y a pas des hommes raies, il y a des Skaven. Mais Voilà. ça, Mais de toute façon, les Skaven, ça n'existe les pas. Skaven, ça n'existe pas. Et donc voilà. Voilà l'arme de Moustache, Meraxès, qui est portée par Gigiel. par Gigi qui joue Lilienne, la grande sœur, qui elle est une grande blonde plantureuse. Hein. C'est bien la première fois dans ma partie que deux mecs jouent des personnages féminins. Ça aurait été une occasion que je Ça- joue mon premier personnage féminin. Je n'ai jamais joué un personnage féminin, et ici je joue encore un personnage masculin. Ben oui, j'étais un peu étonné, mais Et mon arme ça est peut, plus ou moins sexuée. ça peut être intéressant, et donc voilà. Je ne sais plus où on en était. Donc oui, porteur, donc Lilienne, qui est la porteuse de la dague, Ou Lilienne, bref. qui est, je ne sais plus c'est quoi ses caractéristiques. C'est Euh, un peu une manipulatrice aussi. C'est une manipulatrice qui sait jouer de ses charmes. Ouais. Mais déjà, moi, ce que je trouve intéressant dans la dynamique de la dernière partie, c'est que visiblement, Gigi ne cède pas à tous les caprices de l'arme complètement démente de Moustache. Oui. Et que Forcément. donc, elle s'affirme un petit peu. Et elle résiste, c'est pas simplement oui, je suis un dieu, je suis dans ta tête, tu vas faire ça. Non, je vais pas faire ça. Et c'est comme ça que le personnage que Lien s'est pris des points de stress et des points Oui. de tension parce qu'elle essaye de résister aux idées complètement farfelues de son joker de dieu qu'elle a dans la tête en permanence. Je ne sais pas si la phrase que je viens de dire veut Elle dire va quelque peut-être chose. pas durer très longtemps, en sachant que si jamais le porteur meurt, l'arme reste, et simplement, il faudra trouver un nouveau porteur. Exactement. Et c'est pas de point de destin, évidemment, dans le jeu de rôle là. Si les porteurs perdent des morceaux, c'est pas de bol. Et donc on va terminer... Et ils ont terminé par la dernière arme. On va terminer Le meilleur duo. l'enfilage de perles. La chaîne nébulaire, qui est Glandil. À Glandil. Glandil, Force- c'est mais- le force et fraîcheur. À Glandil, mais c'est de nouveau un truc... C'est l'arme de Gigi, qui mhm. s'appelle, le nom de l'arme est Glandil. Il y a longtemps, bien longtemps, bien longtemps, on était ivre-mort, et je sais plus exactement qui était de ce soir-là. Il n'y avait pas le chat, déjà. Mais il y avait Gigi et il y avait votre serviteur. Et on imagine... on voulait imaginer un médicament qui rend fort et frais. Et donc on avait inventé Glandil. Et on se disait, il faut faire une publicité pour ce médicament, et ce serait Glandil, force et fraîcheur. Et Glandil, force et fraîcheur est une espèce de private joke qui est restée dans notre bande pendant des années et des années. Et puis, quand je dis que je vais masteriser Bloodlust, Gigi tic et dit, mais je vais faire une arme qui s'appelle Glandil, et qui apporte la force et la fraîcheur. Et alors au début, il avait parlé de faire une épée qui fait de la glace et qui rend son porteur toujours beau, propre et délicat. Et comme d'habitude avec Gigi, c'est parti dans tous les sens. Et Oui. donc,
quoi ressemble l'arme de Gigi, Gilus? Alors, vous voyez à quoi ressemblent des boules de geisha. C'est une chaîne avec la petite chaîne anale. avec des grosses perles, quoi. Des grosses perles. Donc c'est un espèce de fouet de perles glandiles. Mais c'est des perles d'huîtres géantes, hein. Voilà. Elles ont la taille de boules de billard. Voilà. C'est une espèce de chaîne de perles qui s'utilise comme un fouet, avec un œil au bout. Avec un œil qui peut s'ouvrir et se fermer au bout. Voilà. Et en Fan gros, de Urotsuki Doji. Et en gros, c'est la chaîne nébulaire. C'est la chaîne nébulaire. Ça peut se protéger, il peut faire des tempêtes, et il peut attaquer à distance. Et il joue son arme extrêmement pédant. Très imbu de lui-même. Très imbu de lui-même. Il a comme interdiction, il refuse d'avoir un porteur qui est trop laid. Voilà. Il veut quelqu'un de beau. Et il ne peut pas blesser des gens qui sont beaux. Il ne peut pas blesser les gens qui sont beaux. Ça, je sens que ça va être formidable. Voilà. Et moi, je joue son porteur, qui est donc le troisième prostitué, qui s'appelle Abnon. Abnon, qui est Voilà. le garçon, qui est le deuxième Voilà. de la Qui est le porteur qui va très bien avec Glandil en fait, qui est aussi très qui a beaucoup de frasques, qui est bisexuel. C'est-à-dire que oui, tu joues un jeune garçon très déluré, Voilà. mais beau et jeune, ce qui plaît à cette espèce de, comment dirais-je, de vieux mécène qui est Glandil. Je suis content de jouer un personnage avec beaucoup de charisme, personnellement. D'ailleurs, ça m'a servi dans la partie. Et je joue un personnage qui veut sortir de cette condition de pauvreté extrême. Voilà. C'est ça qui va être bien, c'est que vous n'avez pas pris des personnages qui étaient trop riches ou... moi j'avais peur que l'un d'entre vous me dise je vais laisser tomber mon porteur et je vais prendre comme porteur le marchand. Oui, c'est moi qui ai soufflé l'idée d'ailleurs. Mais bon voilà. Ouais. Et donc, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Et donc, une fois que tout ça s'est mis en place, ça a commencé à être le bordel autour de la table directement. Quand quelqu'un parle, qui parle, le porteur ou l'arme? Ouais. Et donc, alors au début, on s'est dit, est-ce qu'il faut que quelqu'un ait un petit bâton en main pour dire je suis mon arme ou... Moi, à un moment, je me disais, je vais vous mettre des lampes frontales, et quand vous l'allumez, c'est que vous êtes l'arme, et puis quand vous l'éteignez, c'est que vous êtes le porteur. Mais à la fin, ça se passait mieux. Au bout d'une séance, ça se passait déjà mieux. Je trouvais que ça se passait étonnamment bien. Déjà, ceux qui font des voix, ça aide beaucoup. Ceux qui jouent les hommes qui jouent des personnages féminins, ça aide pas mal aussi parce que ils font une voix différente. Et on se connaît, et parfois simplement en commençant la phrase, donc en tant que Abnon, je fais ça. C'est compliqué. Je vois que c'est compliqué, mais c'est très intéressant comme manière de jouer. Je me suis encore lancé dans un truc complètement absurde, mais moi je trouvais qu'à la fin de l'aventure, on a fait une séance pour le moment. Il y avait une espèce de dynamique qui se mettait en place, qui était les joueurs armes parlent à leur porteur, et quand ils parlent à une autre arme, ils le font bien savoir. Et ça va peut-être mettre un peu de temps, ça va peut-être pas marcher, hein, j'en sais rien. Mais je pense que ça peut le faire, et donc voilà, il y a une séance qui s'est déjà passée, mais cette séance, on va la garder sous le coude, on va garder le premier scénario. Pour pouvoir vous la raconter plus tard avec le reste. En gros, ce sont les aventures de Roharam, la vieille arme sénile, qui, le cimetière à deux mains bourrin. Le tueur de la nuit. Voilà. Meraxès, la dague chaotique, et Glandil, la chaîne nébulaire. Force et fraîcheur. Force et fraîcheur. Voilà. C'est tout ce que vous avez à savoir. Voilà, mais je sais pas s'il y a beaucoup d'autres choses à dire. On va garder pour la prochaine. Et donc, oui, vous devez être en train de trépigner d'impatience, mais voilà, il faudra attendre un petit peu. On rejoue dans pas longtemps, et donc nous aurons de nouvelles aventures. Est-ce que tu as d'autres choses à dire, mon cher Gilus ? Non. Eh ben sur ce, on vous dit... Ah si, vous aurez bientôt un scénario The Last of Us dans mon système des critiques. Mais c'est génial. Voilà. Mais ce sera très bien. Et sur ce, on vous dit à la prochaine. Bye 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 bye.